Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à votre émission L'habitant en question. Pour ce soir, nous dérogeons à la règle, nous recevons en tout cas deux invités. D'habitude, c'est un invité que nous recevons pour vous. Donc, chers téléspectateurs, nous allons déroger à la règle, comme je le disais tantôt. Nous recevons Yasmine Badolo. Yasmine Badolo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'association Dunia La Vie au Burkina Faso. Très bien, tout à fait. Merci et bienvenue sur le plateau de la télévision Canal 3. C'est de votre accueil. Nous recevons aussi M. Amidou Salogo, qui est le directeur maison des jeunes des cultures et des associations. M. Salogo, bonsoir. Bonsoir, M. Zoundi. Heureux de vous recevoir sur le plateau de la télévision Canal 3. Également. Alors, chers téléspectateurs, avec nos deux invités, il sera question des activités de l'association Dunia La Vie au Burkina Faso et bien sûr de la maison des jeunes des cultures et des associations. Madame Yasmine Badolo, bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est quoi, je dirais, la maison, l'association Dunia La Vie au Burkina Faso, en abrégé, ADLV. Tout à fait. Donc l'association Dunia La Vie Burkina existe depuis 1999. À l'époque, nous l'avons créée avec l'objectif de promouvoir l'éducation au Burkina en faisant la promotion des talents, des compétences et des capacités de tout à chacun, donc des enfants, des femmes, des papas, des grands-parents. Donc on s'adresse à des publics de 2 à 102 ans, on va dire la famille. Et donc dans ce cadre-là, en fait, j'ai initié à partir de 2003 un projet en vue de la décentralisation des services de base sur une périphérie de Ouagadougou. À l'époque, c'était Nonsin. Et j'ai mûri ce projet parce qu'étant arrivée au Burkina en 1992, j'ai pu constater sur cette dizaine d'années jusque dans les années 2000, en fait, le développement de la ville de Ouagadougou et de ses périphéries. Et justement, une difficulté pour les populations qui étaient sur ces zones loties ou nouvellement loties ou non loties, d'avoir accès à l'éducation, à la culture, au social, etc. Et donc j'ai réalisé un pré-projet, puisque moi je suis anthropologue et animatrice socioculturelle et éducative, qui visait la mise en place un peu d'un centre culturel avec une dimension transversale de l'éducation, avec la culture, le social, l'éducatif, le scolaire, le parascolaire. Et par la suite, j'ai proposé ce projet en fait à la mairie de Boulmiogou pour qu'on puisse travailler ensemble et que la mairie puisse choisir le terrain, le secteur d'implantation du projet. Voilà, en tout cas, c'était un ambitieux projet, en tout cas de vivre ensemble, un projet, en tout cas, comme vous le disiez tantôt, qui allait concerner les populations de 2 à 100 ans, comme c'est ça. C'est ça, on peut dire ça. Oui, même avant et même après. Voilà, et dites-nous, pour ce qui est du volet social, c'était quoi exactement? Alors, si vous voulez, le volet social était adossé au volet éducatif. Donc, quand on travaille, par exemple, on fait du théâtre, on fait de la danse, on fait du soutien scolaire, on connaît toujours nos enfants. On connaît toujours aussi leur famille. On vit vraiment dans une... Le vivre ensemble est très important. C'est au cœur vraiment du projet pédagogique. Donc, à partir de là, si on voit qu'un enfant a une difficulté, on va pouvoir faire des enquêtes sociales. Nous avions des animateurs sociaux. Et à partir de ces enquêtes sociales, on va voir comment on peut s'appuyer sur la communauté, sur les familles, pour pouvoir accompagner les personnes dans la résolution de leurs problématiques. Voilà, et pour ce qui est par exemple des personnes défavorisées, qui est en tout cas votre cible principale, alors comment se faisait le choix, le listing de ces personnes vulnérables? Est-ce que ce sont vos services techniques ou vous vous associez avec les services étatiques? Alors nous avons des animateurs sociaux et nous avons travaillé aussi bien sûr avec l'action sociale conjointement, notamment avec l'action sociale de Boulmiogou. Et nous avions des grilles évidemment d'analyse, on se fie sur les cahiers des charges du ministère de l'Action sociale. Et puis après, vous savez, même quelqu'un qui a les moyens peut être en situation de vulnérabilité. La vulnérabilité, ce n'est pas seulement la question pécuniaire. Donc quelqu'un peut avoir les moyens, être isolé, être dans la tristesse. Donc la vulnérabilité, elle est humaine, elle recouvre une dimension très large. Et on n'a jamais voulu faire une forme de discrimination sur les situations sociales. Donc on a toujours agi en toute discrétion avec les personnes qui avaient des besoins, des situations difficiles. Mais moi aussi j'en ai vécu des situations difficiles dans ma vie. Et la question c'est quand on traverse une difficulté, voilà, comment les autres, quel est le regard bienveillant et l'accompagnement qu'on peut recevoir pour qu'à mon tour, en fait, je puisse moi-même donner un regard bienveillant sur l'autre et qu'on puisse comme ça s'entraider, avancer tous ensemble. C'est ça la MJCA. On a des personnes que nous avons accompagnées qui sont devenues elles-mêmes animatrices au sein de l'association. D'accord. Voilà, ce projet, vous le menez ensemble avec M. Amidou Salogo. M. Salogo, et vous êtes responsable Maison des jeunes, des cultures et des associations. C'est quoi cette structure?
Merci, M. Zoundi. Comme le disait bien sûr la directrice de l'association Dunia la Vie, la MJCA, en fait, était déjà à l'origine une création de l'association Dunia la Vie. Et comme elle le laissait entendre, on est parti du fait que nous devrions travailler avec les communautés à la base. Et donc, le choix a été fait naturellement sur une zone périphérique qui est Rimkieta. Et donc, on a mis en place, l'association Dunia la Vie a mis en place la MJCA, qui est en fait, nous l'appelons maison du quartier, qui est en fait un lieu de vie. L'objectif principal de la MJCA, c'est d'abord de contribuer un tant soit peu au manque d'infrastructures socio et éducatives au niveau des zones périphériques. Vous savez bien sûr que ces zones périphériques-là n'ont pas toujours les moyens qui leur permettent d'avoir des infrastructures socio-économiques, mais surtout également, c'est de pouvoir contribuer à l'épanouissement et au développement de l'enfant et de la famille. Donc c'est ainsi que depuis 2007, nous avons la Maison des Jeunes et des Cultures a été érigée en une structure qui permet à l'ensemble de la communauté de vivre et de faire vivre cette maison du quartier. Voilà, et c'est vrai que les infrastructures, si je comprends bien, se trouvent au niveau du quartier Rimkieta. Et voilà, est-ce que c'est un projet qui concerne l'ensemble de la commune ou c'est juste l'arrondissement 8 dans lequel se situe bien sûr le quartier Rimkieta? Vous avez bien raison de le souligner. Nous disons Rimkieta, mais c'est l'ancien Rimkieta. Sinon, présentement, le siège est à Noguin, mais également à Komdayoré. Et donc, si vous voulez bien, la MJCA est située dans l'arrondissement 8. Mais nous travaillons en tant que MJCA également dans l'arrondissement 3. Parce que nous avons une partie, l'annexe de la MJCA qui se trouve dans l'arrondissement 3, dans lequel justement nous avons ce qu'on appelle un centre de couture, mais également une bibliothèque qu'on a mis à la disposition des établissements de l'ensemble des deux arrondissements. Et bien sûr, le siège qui est en construction au niveau de l'arrondissement 8 est un grand siège. Et aujourd'hui, nous avons érigé un certain nombre d'infrastructures à l'intérieur qui permettent à la fois à la jeunesse, mais aussi aux travailleurs, aux étudiants de pouvoir chaque jour étudier, de jour comme de nuit, mais également aux femmes de pouvoir mener des activités, notamment des études génétiques de revenus, le tissage, l'alphabétisation. Donc c'est un ensemble d'activités d'infrastructures que nous avons mis à la disposition des femmes et des hommes, mais aussi des élèves. Parce que la MJCA, comme on l'a dit, nous sommes là pour appuyer les jeunes et les élèves. Et donc nous avons les élèves, au moins une cinquantaine d'écoles qui fréquentent le centre, qui pour le sport, qui pour d'autres activités, notamment les ateliers que nous menons au sein du centre avec l'ensemble des établissements, les petits élèves, les enfants de 3 ans, de 4 ans, qui ont des ateliers de couture, des ateliers de dessin, des ateliers de danse. Et c'est un ensemble d'activités que nous proposons, en tout cas aux enfants, selon leurs besoins et selon leurs capacités. Voilà, et Madame Yasmine Badolo, voilà, vous êtes la directrice de l'association Dunia la Vie au Burkina Faso. Voilà, en tout cas, pour ce qui est des infrastructures annexes, voilà, on les trouve dans certains secteurs de la ville, mais pour les sièges, où en est-on? Alors, pour le siège, effectivement, donc c'est la mairie en 2003 qui nous a proposé un terrain de 2 hectares à Koumlayoré. Donc aujourd'hui sur l'arrondissement 8. À l'époque, c'était l'arrondissement de Boulmiougou et donc ça 19 et ça touchait Rimkieta, enfin une partie de l'arrondissement 3 et une partie de l'arrondissement 8. Aujourd'hui, on a construit plusieurs bâtiments, notamment l'espace d'études et d'activités, l'espace de formation et d'alphabétisation des femmes. Il y a un château d'eau aussi qui est quand même assez important puisque les femmes peuvent venir gratuitement se servir de l'eau lorsqu'il y a les coupures d'eau. Donc c'est un espace en construction. Le projet est vraiment élaboré d'une manière ambitieuse, mais cette ambition était partagée avec les habitants, les écoles, les fonctionnaires, les habitants du quartier, les travailleurs, les artisans, en vue en fait que tout le monde puisse y trouver son compte. Je suis danseur, j'ai une salle de danse, je suis sportive, j'ai un petit terrain de foot, je suis entrepreneur, je peux participer à des formations, etc., quoi. Et aujourd'hui, en fait, le projet est bloqué. Voilà. Alors dites-nous, est-ce que pour des raisons financières ou qu'est-ce qui fait que cet ambitieux programme est bloqué? Alors en 2016, malheureusement, en 2015, je crois, nous avons eu en fait une annulation des documents administratifs que nous avions signés. Donc nous avions signé une convention de partenariat avec la mairie de Boulmiougou en 2007. Nous avons obtenu notre arrêté d'attribution en 2010, ou arrêté de mise à disposition, pardon, et un permis de construire en 2012. Malheureusement, en 2014-2015, nous avons été mis en procès par un tiers qui souhaitait
ériger un lycée sur ce même terrain. Et donc nos papiers ont été annulés lors du procès où malheureusement nous avons perdu par défaut puisque nous n'avons pas assisté au procès par manque d'informations. Par la suite, nous avons dû stopper les travaux. Et nous avions en fait l'argent sur un compte au Burkina Faso pour construire la médiathèque qui fait partie du projet, une médiathèque de 350 mètres carrés, qui était construite pour être à la disposition des établissements scolaires, puisque ce sont même les enseignants et les directeurs qui devaient venir l'animer. Donc cet argent que nous avions sur un compte, le budget était de 60 000 €, nous avions 30 000 au Burkina, nous avons dû le renvoyer en France. Et donc la bibliothèque, la médiathèque qui devait être construite et inaugurée avec les ministères partenaires, à l'occasion des 10 ans de la MJCA, parce qu'aujourd'hui on a des enfants qui sont pères de famille, qui ont eu leur diplôme, leur concours, aussi en passant par la MJCA. Eh bien voilà, les 10 ans on n'a pas pu les fêter. En fait. Et Madame Yasmine Badolo, toute cette somme rapatriée en Europe comme ça, est-ce à dire que vous n'avez pas approché l'autorité municipale pour peut-être essayer de trouver un terrain d'entente ou à la limite trouver un autre espace pour vous? Bon, parce que quand même, c'est un projet qui entre dans le bien-être des populations de la ville de Alors, Ouagadougou. déjà, trouver un autre espace, quand on a mis 10 ans pour s'enraciner sur un territoire, c'est quand même pas rien. On ne peut pas tout reprendre ailleurs. Donc, si la mairie nous avait fait cette proposition, personnellement, je n'aurais pas pu l'accepter, dans la mesure où, là, on a une quarantaine de personnes à l'époque qui étaient salariées, toutes formées au sein de la structure par l'association, qui étaient investies, qui se sentaient investies, des enfants qui avaient grandi à la MJCA. Changer de lieu, c'était les couper de ces activités, on ne les aurait pas retrouvés sur un autre quartier. Par ailleurs, les bailleurs français, publics et privés, ont investi quand même sur le terrain. Donc dire qu'après, eux qui ont investi, alors qu'on leur a donné les papiers permis de construire, arrêtés d'attribution, vont en fait voir ces documents annulés. Si vous voulez, comment après faire confiance à des associations qui vont vous apporter les documents administratifs burkinabés? Oui, Donc, madame, c'est quand même surréaliste. Vous avez un permis de conduire, vous avez vos documents, et du jour au lendemain, vous perdez quand même cet espace. Comment on peut expliquer ça? Alors, la mairie a perdu le procès. On a reproché au maire de l'époque d'avoir fait un abus de pouvoir par le fait de choisir un projet gratuit pour la population qui rentrait en fait en quelque sorte dans la monographie même de l'arrondissement, avec des objectifs socio-éducatifs et culturels qui rentraient vraiment dans leur politique. Voilà, donc ça a été vraiment c'est abus de pouvoir de la part du maire. Vous n'avez pas cherché à attaquer cette décision judiciaire? Bon, on a fait appel, mais on a perdu. Comme on n'était pas informé du procès, on l'a su tardivement, on a fait appel, et de report en report, on a eu le résultat de l'appel 2 ans après, et on a perdu pour forclos de 2 jours. Donc nous sommes allés par la suite en Conseil d'État, mais aujourd'hui, bon, Ouaga aussi a traversé des épreuves vraiment difficiles, parfois douloureuses, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers en cours qui s'empilent, et notre dossier est depuis 3 ans maintenant en Conseil d'État. Oui, c'est vrai, votre dossier en Conseil d'État. Aujourd'hui, il y a la commission d'appurement des passifs fonciers qui a été mise en place. Alors, est-ce que vous avez approché cette commission, monsieur Amidou Salomo? Ok, merci, monsieur Zoundi. Oui, c'est pour dire que quand nous avons effectivement eu vent de la création de la commission ad hoc et la commission interministérielle, nous avons crié ouf, parce que nous pensions vraiment que cela allait nous permettre, un temps soit peu, de rentrer dans nos droits. Je dis droits parce que simplement, comme vous l'avez si bien dit, nous avons légalement obtenu tous les documents nécessaires, à savoir justement l'autorisation de construire, l'arrêté de mise à disposition. Alors pour nous, et nous avons investi, pour compléter ce qu'elle a dit, nous avons investi près de 150 millions sur le terrain. Et c'est vrai que du jour au lendemain, qu'on nous dise que le terrain ne nous appartient plus, ça ne rien comprendre comme vous le dites. Donc effectivement, nous avons constitué un dossier que nous avons bien sûr envoyé à la commission ad hoc, qui en a pris connaissance, mais jusque-là, comme vous le dites, vous le savez bien, nous n'avons pas les résultats. Nous n'avons pas encore reçu les résultats de la commission ad hoc. C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a eu une première commission qui s'est autosaisie, qui a travaillé, mais les dossiers ont été remis à une autre commission en ce qui concerne Ouaga et Bobo, parce que les dossiers étaient très compliqués à gérer. Alors, donc nous pensons aujourd'hui que cette commission-là doit pouvoir nous permettre de rentrer en possession de notre terrain. C'est ce que nous demandons. Voilà. Je peux compléter quelque chose? En fait, la question, pour moi, elle n'est pas de savoir qui avait raison, qui avait tort lors du procès. Voilà, c'est pas cette question, parce que la justice a fait son travail, donc nous, on ne revient pas dessus. Mais c'est plutôt de dire, bon,
En 2019, voilà le projet de la MJCA. Vous aviez créé une quarantaine d'emplois. Aujourd'hui, il reste une vingtaine de salariés, parce qu'on a bien sûr dû licencier faute de partenaires. Il y a des milliers d'enfants qui sont là. Vous avez construit, vous avez investi. En fait, c'est là la question aujourd'hui. Est-ce que ça vaut le coup de tout démolir? Pourquoi? Est-ce qu'il faut dire à la population non, on arrête puisqu'on veut faire autre chose? Voilà, la question, elle est plutôt dans aujourd'hui, quelle est la valeur de ce projet pour la population? Est-ce que c'est un plus et on continue? Ou bien est-ce qu'on pense que ces 10 ans qu'on a donnés vraiment ne sont pas un plus, un apport positif pour la société? Je pense que c'est plutôt à ce niveau-là que les uns et les autres pourront discuter, quoi. Oui, Yasmine Badolo, aujourd'hui, même si la commission ad hoc sur l'appurement du passif venait à vous donner raison et à vous réattribuer le terrain, les sous étaient rapatriés en Europe. Ah oui, Comment on fait? Ah oui, il va falloir reprendre son bâton de pèlerin. On est fatigué, hein. Ça, on est fatigué. Vous savez, on est parti de rien. Hein. On est parti de rien du tout. C'est vrai qu'on peut penser que moi je suis née avec les moyens, mais moi je suis au Burkina Faso depuis 1992, on est parti de rien. Et on a montré qu'ensemble on pouvait arriver à des choses, à des belles choses. Vraiment, on a vraiment vécu de très belles choses. On est vraiment en famille à la MJCA. Donc aujourd'hui, c'est pour ça aussi que, comme moi quand même, je suis un peu fatiguée, on va dire la vérité. Vous savez, on a perdu 4 de nos amis dans l'équipe qui sont décédés. Il y en a beaucoup aussi qui étaient très fatigués. Enfin, je veux dire que tout le monde s'est vraiment donné et que malgré tout ce qu'on a traversé au niveau personnel, familial, etc., chacun a toujours essayé de donner le meilleur de lui-même. Mais les salariés de la structure ont créé une association, donc l'association de développement, de promotion et de cogestion de la Maison des Jeunes, des Cultures et des Associations. Et ce mercredi d'ailleurs, donc après-demain, nous officialisions la signature du partenariat entre ADLVB et l'association des salariés, qui vont justement... En fait, ces salariés sont des cofondateurs du projet, puisqu'on a démarré tous ensemble. Il y a même des gens de la mairie qui sont cofondateurs. On a commencé avec la mairie, on a commencé vraiment avec le délégué du quartier, avec des gens pour faire les enquêtes. Tout le monde a apporté quelque chose à ce projet. Nous sommes tous des cofondateurs. Les membres de l'association sont cofondateurs. Et donc cette association, je vais leur donner aussi le bâton de pèlerin et ils vont aller de l'avant, puisqu'on a gardé quand même des bonnes relations et qu'on a une visibilité, on a des beaux témoignages et que c'est une aventure aussi. On invite les uns et les autres à nous retrouver au Burkina, au Sénégal, en France. C'est pas une aventure parce qu'on est au Burkina Faso et qu'on est un pays pauvre. C'est une aventure qui pourrait se vivre quelque part, n'importe où. On est ensemble, on grandit ensemble. On a tous besoin des autres. Hein, si moi j'ai un problème, on m'aide, on me fait confiance. La confiance qu'on me donne me donne ma confiance. Je peux m'épanouir, je peux travailler. J'ai pris confiance en moi et à mon tour, je peux avancer et aider les autres. Ça, c'est partout. D'accord. Alors, M. Salogo, aujourd'hui, en tout cas, la balle semble être dans votre camp. Voilà. Aujourd'hui, Yasmine vous remet le bâton de pèlerin. Est-ce que le bâton semble trop lourd entre vos mains? Lourd, pas lourd, mais je veux dire exaltant, parce qu'effectivement c'est un travail de longue haleine. C'est vraiment, la question sociale n'est pas une question légère, c'est une question qu'il faut vraiment prendre avec toutes les précautions qu'il faut, avec toute l'énergie qu'il faut. Elle disait tantôt qu'elle est un peu lessivée, c'est vrai, mais nous avons foi. Nous avons foi et la participation à cette émission-là est déjà le début pour nous d'une nouvelle action, d'une nouvelle aventure en tout cas qui va nous amener en tout cas à relancer, sinon à consolider les acquis qui ont été ceux de l'association Dunia la Vie. Et je pense aujourd'hui que l'ensemble des salariés qui ont créé l'ADEPCO, donc l'association de développement, de promotion et de cogestion de la MJCA, sont tous engagés et regardent dans la même direction justement. Et je pense que nous avons aussi, avec les bailleurs de fonds, un certain nombre de crédits, un crédit dans le fait que ils savent comment nous travaillons, ils savent comment nous travaillons dans la transparence, dans tout ce que nous faisons au niveau de la MJCA. Et je crois que c'est un crédit pour nous qui va nous permettre d'avoir encore ces bailleurs de fonds là à côté de nous. Parce que le problème est là qu'aujourd'hui, c'est vrai, il y a une crise de confiance. Pas à notre niveau, mais crise de confiance parce que le bailleur se dit, si aujourd'hui on nous donne nous avons participé à ce qu'on nous donne un arrêté d'attribution, que les mêmes autorités qui nous reviennent, qui remettent en cause cet arrêté d'attribution, c'est vrai que ça donne de quoi réfléchir aux bailleurs de fonds. Mais ils ont foi également à ceux qui travaillent, parce que nous travaillons toujours avec eux dans une certaine transparence. Et c'est ça qui va nous permettre aujourd'hui, si jamais nous retrouvons nos locaux comme il se doit, si jamais nous étions remis dans la légalité sur le terrain,
alors je pense que ces bailleurs-là, peut-être, et je suis sûr même qu'ils vont nous accompagner une fois de plus, pour en tout cas ériger quelque chose pour la communauté. Parce que comme nous le disons, tout ce que nous faisons à la MJCA, c'est pour la communauté. C'est avec et pour la communauté. À ce titre d'ailleurs, il y a un comité de gestion qui est mis en place au niveau du terrain, au niveau de la MJCA, qui permet à la communauté de savoir exactement qu'est-ce qui est fait, où nous en sommes. Et je peux vous dire que si vous interviewez, si vous rencontrez quelques personnes au niveau du terrain pour leur demander où est le problème, ils vous diront en tout cas, nous savons que le problème est aujourd'hui au niveau de la mairie. C'est peut-être ça qui fait notre force. Et je pense que si nous avons la communauté derrière nous, nous pourrons éventuellement, et je suis sûr, relever le défi de mettre en place cette infrastructure, de consolider cette infrastructure ô combien importante. Oui. Et je me rappelle encore l'investiture d'un des maires qui disait que l'arrondissement 8, et même plus au-delà de l'arrondissement 8, il n'y a pas d'infrastructure socio-éducative. Et c'était la MJCA qui venait justement pour combler ce vide-là. Et je pense que les autorités qui nous écoutent seront sensibles à notre cri de cœur. Parce que si ce n'est pas fait, comme je l'ai dit, la MJCA a la croisée des chemins. Et nous pensons que beaucoup de choses peuvent être faites et les autorités peuvent nous aider à trouver une solution à ce problème. Voilà, ouais, il est aussi question, il a été question aussi en tout cas d'un partenariat tripartite. Voilà. Aujourd'hui, quel bilan vous pouvez faire de ces partenariats tripartites? Tout à fait. Alors pour revenir sur le partenariat avec la mairie, en fait, il faut savoir que depuis 2007, c'est la mairie, ou parfois même les ministères, qui ont inauguré les activités, qui ont même posé les premières pierres, qui ont fait les réceptions, qui ont été les premiers à parler, en tant que représentants de la mairie, mais aussi de la MJCA. Donc nous avons toujours travaillé ensemble. Bon, c'est pourquoi, en fait, suite à ces problèmes, nous avons fait une proposition à la mairie de l'arrondissement 8, à savoir de signer, peut-être de faire un partenariat tripartite avec le ministère de l'Infrastructure et de l'Habitat et de la mairie et de nous-mêmes. Nous, ce n'est pas le terrain qui nous intéresse. Je veux dire, une association, on n'est pas immortel. Donc, moi, peut-être je suis amenée à partir, et amenée à partir. On ne sait jamais la vie va nous amener. Par contre, le projet est bien là. Donc, il faut que l'institution soit aussi pérenne et garante que cette infrastructure qui est construite soit toujours fonctionnelle et toujours là. C'est pourquoi, comme ce n'est pas le terrain, nous, on a proposé même de renoncer au procès en cours et que la mairie, en fait, reprenne en quelque sorte possession de son terrain, officiellement, et que nous signions une convention pour que nous soyons, en fait, en quelque sorte, les maîtres d'œuvre du projet, mais en travaillant tous les trois. Donc, après, le contenu aurait été à discuter. Mais l'idée, c'est quand même de travailler tous ensemble. Le ministère de l'Infrastructure a un cahier des charges aussi, a des projets, a des plans. Et je sais qu'une telle infrastructure rentre aussi dans ses objectifs. Et peut-être qu'aussi que ce ministère peut enrichir aussi ce qu'on veut faire. Des démarches ont-elles été déjà alors nous avons présenté ce projet en 2017, en janvier, je crois, ou février 2017, au conseil municipal de l'arrondissement 8, qui a vraiment accueilli très favorablement. Nous avons les comptes rendus ce projet. Par la suite, ils sont même venus en fait enquêter sur le terrain et voir un peu notre vie. Enfin bon, mais ils connaissaient déjà le projet puisque pour certains, ils venaient à différentes manifestations. Mais ils ont rendu un avis très favorable à cette décision. Mais par la suite, malheureusement, il n'y a pas eu de suite. Et là, pour le coup, je ne suis pas à même de vous en donner les raisons. Donc voilà, nous sommes à l'écoute, toujours prêts à signer un... Oui, mais est-ce que vous avez essayé peut-être aussi, comme la mairie ne venait pas vers vous, est-ce que vous n'allez pas aller vers la mairie pour tenter aussi de comprendre? Merci bien. Monsieur Zoundi, oui, voyez-vous, c'est vrai, comme elle a dit, on a fait des propositions assez concrètes au niveau de la mairie de l'arrondissement 8. Mais parallèlement à ça, nous avons fait des démarches au niveau de la mairie centrale. Nous avons rencontré le premier adjoint du maire. Nous avons même rencontré le ministre de l'époque, ministre de la Sécurité de l'époque, qui pour nous, en fait, était maire à l'époque de l'attribution du terrain, qui nous a conseillé aussi d'aller vers la mairie de la commune. Voilà. Donc nous avons fait cette démarche-là. Mais au-delà de ça, nous avons encore envoyé des lettres au niveau du ministère de l'Habitat pour justement demander la solution de ce problème-là. Mais nous avons également, et ce n'est pas nous, même des partenaires étrangers ont initié une pétition internationale où il y a eu près de 1000 signatures. Nous avons remis cette pétition officiellement au maire de l'arrondissement 8. Nous avons remis une copie également au maire central, au maire de la commune de Ouagadougou.
Alors nous avons également initié des démarches auprès des chefs coutumiers, chefs de Noguin, chefs de Koumdayoré, Gordo Naba. Donc ce sont des questions pour nous qui sont des personnes ressources qui peuvent nous permettre, parce qu'ils ont été à l'origine. Vous n'ignorez pas quand même que lorsque nous avons acquis le terrain à l'époque, c'est justement ces détenteurs de la terre là, donc les chefs coutumiers, qui ont fait les démarches nécessaires pour nous, qui ont fait même des choses liées à la coutume, tout ça pour nous permettre de nous installer convenablement sur le terrain. Donc nous sommes allés retourner vers eux, et je peux vous assurer qu'aujourd'hui nous avons le soutien de toutes ces personnes-là. Mais comme on le dit, c'est l'administration. Le temps de l'administration n'est pas forcément le temps de la communauté, mais nous espérons en tout cas que ces gens-là vont, enfin, ces personnes, ces autorités-là vont prendre en compte les désirs et les besoins de la communauté. Parce que, je le dis et je le répète, c'est essentiel, sans la culture, il n'y a rien. Je crois que le ministre actuel de la Culture le disait tantôt, je crois que c'est une occasion pour moi de faire appel au ministre de la Culture, s'il peut passer voir notre infrastructure et voir ce que nous faisons sur le terrain. Je crois qu'il en sera en tout cas édifié. En tout cas, c'est une occasion pour nous de lancer un appel à toute bonne volonté qui peut venir justement sur ce terrain. Du reste, le mercredi déjà, le 24, je crois, nous organisons à partir de 15h30 une journée portes ouvertes, mais dont le point d'orgue sera justement la signature ou l'officialisation du partenariat entre l'association Dunia la Vie et l'ADEPCO, Association de défense, de développement, de promotion et de cogestion de la MJCA. Et donc c'est l'occasion pour tout un chacun, en tout cas à partir de 15h30 le mercredi, de passer et de s'inviter aux activités, parce que nous allons faire un récapitulatif de l'ensemble des activités que nous menons sur le terrain pour que les uns et les autres puissent voir en tout cas qu'est-ce qui est fait réellement sur cette portion de la capitale. Oui, Madame Badolo, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec l'autre partie, celle qui vous a qui a essayé contre vous en justice? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dialogue entre vous pour essayer ensemble de trouver un terrain d'entente? Est-ce que des approches ont été faites? Bon, des approches, si vous voulez. Déjà, moi, pour juste aller dans le sens d'Amidou, je dirais que, en tout cas, l'autorité municipale a respecté son champ d'action, puisque le dossier est en justice. Donc, à ce titre, nos élus ne peuvent pas intervenir. Nous respectons tous les décisions de justice. C'est pourquoi la proposition de la convention tripartite était une façon, en fait, de pouvoir trouver une autre façon de pouvoir continuer à faire perdurer le projet. Donc, comme le dossier est en justice, c'est difficile aussi de pouvoir aujourd'hui se rencontrer. Nous, ce que nous avions proposé à la mairie, mais la mairie aussi a essayé, je pense, de le proposer à ce tiers, bon, à chacun ses intérêts, c'est de lui proposer un autre terrain ailleurs, puisque nous, c'est déjà construit. Même si on veut diviser le terrain, c'est construit à gauche, à droite. Est-ce qu'on va démolir? Ça fait quand même mal au cœur de démolir quelque chose qui existe déjà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être la mairie peut proposer un autre terrain. Je ne dis pas que la dame, enfin la personne... Enfin, on est tous déçus dans l'affaire. Et je veux dire, ça fait quand même c'est depuis 2005 que la question du terrain se pose. Donc, à un moment donné, si même cette personne avait pu avoir un autre terrain, elle aurait déjà pu démarrer son lycée. Moi, je respecte profondément cette personne, enfin, ce tiers, évidemment. On est en justice, c'est la situation qui nous a mis en justice. Et on se serait rencontrés dans un autre contexte, peut-être que nous serions devenus amis. Oui, parce que parfois on dit aussi qu'un bon arrangement vaut mieux qu'un très bon procès. Mais sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce que la personne veut? Le terrain, ou la moitié du terrain, ou 20 000 hectares, ou enfin 2000, oui c'est ça, 20 000 mètres carrés. Oui. Bon, est-ce que nous, d'ailleurs, c'est même pas nous, on a proposé tout ce que la mairie nous a proposé, on a réuni les habitants, on leur a proposé. Puisque le projet, en quelque sorte, ne nous appartient plus. Tout le monde rentre comme il veut à la MJCA pour étudier. Donc, c'est ensemble qu'on prend les décisions. Quand on a dit qu'il resterait que 3 000 ou 5 000 mètres carrés, les gens ont dit non. Et les bâtiments sont vraiment construits. Donc, dans cette question-là, c'est la mairie qui peut nous aider à trouver une solution, qui peut faire, en fait, le médiateur. Hein? Personne n'est heureux d'aller dans un procès, personne n'est heureux d'aller en appel et personne n'est heureux d'aller au Conseil d'État. Il y a des dossiers qui sont beaucoup plus importants, qui devraient l'être en tout cas, et qui réclament l'attention du Conseil d'État. Oui, mais quelle est la réaction des populations lorsqu'ils voient que tout ce projet-là est à l'arrêt, malgré les investissements que vous avez eu à faire? Quelle est la réaction des populations concernées? Oui, je dois dire que la première des réactions, déjà, parce que quand vous partez sur le terrain, il y a des infrastructures inachevées. Et c'est ce que les populations ne comprennent pas. Mais pourquoi vous avez arrêté les travaux? Alors, nous leur expliquons, voilà la situation. Puisque nous avons reçu une injonction de la justice d'arrêter les travaux.
Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'elle disait tantôt que l'argent est reparti. La médiathèque devait être construite. L'argent est reparti. Nous avons un projet, une cuisine communautaire. Nous avions un projet également, une bibliothèque. En Morée. Nous avons un projet également, une salle d'exposition pour les femmes, pour leurs activités génératives de revenus. Mais tout cela sont des chantiers inachevés parce qu'on nous a dit à l'époque, arrêtez les travaux. Et nous avons arrêté effectivement les travaux. Et nous avons suggéré et nous avons demandé expressément à la mairie, dites-nous, donnez-nous un document qui dise, vous pouvez continuer les travaux. Nous donnons ça à nos partenaires, ils vont venir continuer les travaux. Simplement. Parce que nous pensons, comme elle l'a dit tantôt, ça ne nous appartient pas, ça appartient à la commune, ça appartient à la communauté. Voilà. Donc, la réaction des gens, c'est la communauté ne comprend pas très bien. Pourquoi? Comment une seule personne peut venir arrêter les travaux de toute une communauté? Parce que pour eux, c'est leur chose, puisque nous venons, c'est la maison du quartier. Voilà. Alors, donc c'est dire que au sein des populations, il y en a même qui ont demandé, hein, et ça je le concède volontiers, qui nous ont demandé à marcher, à faire des sittings. Nous avons dit non. Le document, enfin, le problème est déjà en justice. Attendons de voir, attendons que la justice fasse son travail. Sinon, la communauté est prête à manifester. D'ailleurs, il y a eu des meetings au niveau du centre pour dénoncer un certain nombre de choses auxquelles justement les mairies ont été invitées. En tout cas, l'arrondissement 8, l'arrondissement 3 et la mairie centrale ont été invités, même s'ils ne sont pas tous venus. D'ailleurs, ils ne sont pas venus, mais ils ont été invités quand même. Voilà, c'est pour dire à quel point il y a la communauté n'est pas très... Oui, mais moi, il y a une question aussi qui me taraude un peu l'esprit, c'est comment l'association s'est laissée surprendre par ce procès. Et elle s'est dit que c'est parce qu'il n'y avait pas une adresse claire qui permettait, par exemple, aux uns aux autres de vous envoyer les invitations afin de répondre à la justice. Écoutez, on veut comprendre, nos téléspectateurs aussi veulent comprendre. Mais ça, je ne peux pas vous le dire, puisque nous, on a appris je me souviens très bien, on a appris le résultat du procès, qu'il y avait nullité sur l'ensemble de nos documents et qu'on perdait par défaut. Et je me souviens, c'est le président de l'association, M. Adama Badolo, on avait un extrait des résultats du procès. Il est parti chercher le dossier, enfin le document complet au tribunal, et c'est comme ça qu'on en a pris connaissance. Moi, personnellement, ce qui s'est passé avant, je ne peux pas vous dire pourquoi on n'a pas été informé du procès, on n'a pas eu de courrier recommandé, on n'a pas eu de document. Sinon, bien sûr, on se serait tourné vers la mairie pour préparer ensemble ce procès. Il n'y avait pas de raison qu'on n'y soit pas. Donc là-dessus, en tout cas, moi, je ne veux pas savoir, puisqu'on est sur le terrain, il n'y a pas d'huissiers qui sont venus nous donner un document en direct pour qu'on signe, ni au bureau, ni à moi-même, ni à qui que ce soit. En tout cas, on n'en a pas eu vent. Voilà, bon, c'est la situation. Donc se laisser surprendre, oui, parce qu'une fois qu'on vous dit vos documents sont annulés, alors vous appelez vos partenaires parce que vous êtes transparents, on ne va pas cacher ça, hein, parce que le problème c'est que ça fait jurisprudence. On a eu quand même le Conseil régional des Pays de la Loire qui a financé le projet, on a aussi des ONG qui sont financées par l'Union européenne ou qui sont financées par des bailleurs publics. Alors que quand on a constitué les dossiers, ils ont été très attentifs. Ils sont même venus rencontrer les membres de la mairie. Je me rappelle, on a fait des réunions même à Boulmiougou. Donc si vous voulez, comment ces bailleurs, après, effectivement, vont accueillir les documents d'autres associations? Donc il y a aussi la crédibilité, et la crédibilité de nos administrations et de nos documents. Et là, ça devient un problème burkinabé, parce qu'on n'est pas très fiers d'aller expliquer ça à l'extérieur. Hein, donc on doit régler notre problème ici. Entre nous, comme vous avez dit, il faut qu'on trouve une solution qui convienne à tout le monde, et pourquoi pas trouver un terrain de 2 hectares pour la tierce personne qui souhaite réaliser un lycée. Je voulais juste rebondir pour ajouter un fait qui est là. Quand vous posez la question de savoir comment on a fait pour être surpris, d'abord il faut savoir que, en fait, lorsque la personne, la tierce, a esté en justice, ce n'est pas contre l'association Dunia la vie, seulement, c'est toujours contre la mairie. Les deux. Oui, déjà. Or, la mairie n'a pas été au procès non plus, je crois. Si, bien sûr. Si, la mairie est allée au procès. Voilà. Donc, nous ne pouvions pas à l'époque directement intervenir puisqu'on n'a pas été informés. Oui, mais par contre, oui, on a été convoqué, le procès était contre 2 parties, contre la ADLVB et contre la mairie. Donc en fait, c'était surtout la décision de Madame le maire à l'époque qui a été attaquée en fait. Voilà. Là, on a repris à la source en fait dans le procès.
C'est-à-dire que Madame le maire a fait un abus de pouvoir en choisissant, puisque c'est la mairie qui a choisi le quartier. Nous, on a dit, bon, on va aller voir la mairie. La mairie connaît parfaitement son arrondissement, ses besoins. À elle de choisir, à la mairie, j'entends, à ses élus, ses conseillers, à eux de choisir là où ils souhaiteraient que nous investissions les lieux pour y développer le projet que nous leur avons soumis, avec lesquels aussi on a travaillé pour les enrichir. Je me rappelle que le terrain de sport, c'est un conseiller municipal qui l'a rajouté. On a discuté sur toutes les activités. On a vraiment confronté nos visions à chacun pour se dire, bah, tiens, oui, ça c'est bien, ça c'est transversal, ça se regroupe. Puisque l'idée, c'est vraiment d'en faire un lieu où tout le monde s'apporte, en fait. Donc les étudiants vont apporter aux plus jeunes par leur témoignage, par leur travail. Les anciens aussi viennent faire des comptes. Les enseignants viennent former des élèves. Et c'est une dynamique, en fait, voilà, boule de neige où tout le monde s'entraîne. Donc, en s'entraînant les uns les autres, même, en fait, ça a fait évoluer le projet de construction. Et le choix des activités est très important parce qu'elle n'est pas faite par quelqu'un de l'extérieur. En fait, si sur le quartier, on rencontre quelqu'un qui est menuisier, par exemple, et qui aime la menuiserie, et qui a cette compétence et ce désir de voir ses petits frères grandir, on va faire quelque chose ensemble. Parce qu'il faut s'appuyer sur les dynamiques et les synergies qui existent déjà. Et il y a tout un tas de personnes qui ont plein de talents, qui ont plein de rêves, qui ont envie de faire des choses et qui sont là. Et le fait de se mettre ensemble, quand on les découvre, qu'on se découvre les uns les autres des choses qu'on a envie de partager, voilà. La MJCA, c'est ce lieu où, en tout cas, on ne va pas faire des miracles, mais c'est un peu. Et même pour rechercher des financements, ce n'est pas un méga projet, puis on obtient des millions. Peut-être on démarre avec 10 000 francs CFA, 100 000 francs CFA, 1 million de francs CFA. Hein, un champ, quand on cultive, on démarre avec sa daba. Hein, donc le travail, là, c'est un peu. Voilà. D'accord, M. Salogo, voici le projet, en tout cas, est au point mort. Qu'est-ce qui est fait présentement au niveau du centre? Au niveau du site? Au niveau du site. Je dois dire que, par la grâce et avec l'appui de la communauté, nous continuons. Nous sommes toujours sur le terrain, puisque nous avons des infrastructures qui sont là, qui sont fonctionnelles. Les femmes continuent de venir faire leurs activités d'apprentissage, notamment l'alphabétisation, la couture. Les jeunes, ils viennent toujours pour le sport. Il y a des joueurs de boule, des joueurs de football. Il y a des équipes de karaté qui y viennent. Il y a également les jeunes et les étudiants et les travailleurs qui viennent pour les études, que ce soit le matin ou dans la soirée, parce qu'il y a la lumière à tout moment. Donc, pour nous, les activités continuent. Seulement, comme on l'a dit, nous n'avons plus les capacités d'investir quoi que ce soit, même pas les capacités seulement, mais aussi nous n'avons pas l'autorisation d'investir comme nous le voulons. Donc, c'est en cela, justement, que nous pensons que cette émission va participer à décrisper un peu cette situation-là, nous permettre, en tout cas si les autorités nous écoutent aujourd'hui, c'est de nous permettre de pouvoir investir sur ce terrain-là. Parce que c'est un investissement qui est pour la communauté, c'est un investissement qui est pour la mairie et qui est pour la commune de Ouagadougou. Et je pense que dans ce sens-là, nous n'avons pas désarmé. Et c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à la DEPCO, qui au départ était en fait association des défenses. Mais nous avons beaucoup mieux trouvé le mot développement qui peut faire la chose. Et donc, c'est ce qui a donné naissance à cette association-là, DEPCO, qui, j'espère en tout cas, va pouvoir assurer cette continuité ou consolider davantage, en tout cas, les acquis qui sont les nôtres. C'est un acquis. Nous pensons aujourd'hui que le terrain, la MJCA, l'infrastructure, c'est un acquis. C'est un acquis pour la communauté, c'est un acquis pour la commune, mais c'est aussi un acquis pour les travailleurs. Voilà, en tout cas, un acquis pour les travailleurs, un acquis aussi pour les populations. Madame Yasmine Badolo, voici, certes, vous êtes en train de vouloir passer le bâton à d'autres personnes parce que vous semblez épuisé. Aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la vision maintenant? Du projet? Oui, puisque c'est vrai qu'il y a l'association qui va prendre la relève, mais vous, à côté, qu'est-ce que vous allez apporter pour soutenir ou en tout cas pour continuer à mûrir ou à développer en tout cas ce projet? Bon, déjà d'une part, c'est pour ça qu'on signe une convention de partenariat. J'ai pas dit que je me retirais, hein. Mais je suis toujours là. En tout cas, quand on a besoin de moi, je suis là. Et puis, si les travaux reprenaient, qui sait, la flamme va peut-être rejaillir, il y a peut-être encore un peu de braise. Bon, en tout cas, je fais confiance à nos autorités. Ça, c'est certain. Je fais confiance largement à nos autorités. Et je sais que, comme l'a dit Amidou, la notion du temps n'est pas la même pour les uns et les autres. Donc on est là, on est toujours là, mais en attendant, je vais peut-être faire d'autres petites choses personnelles. Et non, j'ai une vision positive parce que, si vous voulez, moi j'ai continué à me battre, pas pour le projet en tant que tel.
Parce qu'un projet, pour moi, ça n'a pas de sens. Un projet a du sens que si il a investi, s'il a un sens pour les gens qui y participent. Et l'équipe a tellement mis de cœur à continuer le combat, à s'investir. Vous savez, c'est pas la question des salaires. Hein. C'était la question des salaires, tout le monde avait fui. Même moi, on avait tous fui. Mais on est tous là depuis 10 ans. Donc, je veux dire, tout le monde a mis son cœur et son désir. Parce qu'effectivement, chacun a cette conscience, a ce souci de la communauté. D'ailleurs, tous ceux qui font partie de l'équipe, c'était un des critères informels des embauches. Je dirais que ce n'était pas forcément la compétence, c'était plutôt cette dimension communautaire, les fraternelles, on va dire. Et l'équipe s'est tellement investie qu'en fait, c'est ça qui me donne envie de continuer. Parce qu'il y a du sens pour moi, parce qu'il y a du sens pour eux. Et il y a du sens aussi pour tous ces jeunes aussi qui sont passés par la MJCA et qui aujourd'hui ont réussi leur concours ou avancé dans leur vie et qui nous disent non, merci, quoi, merci. Hein, donc, merci mamie, merci maman, merci tanti. Donc maintenant, voilà. Voilà, et certainement que la question aussi taraude l'esprit de nos téléspectateurs, voire une lancera entre guillemets, une européenne, pensée communauté, pensée famille, dans une société de plus en plus individualiste, ça sort un peu de l'ordinaire. Oui. D'où vous est venue cette fibre de penser famille, de penser communauté dans une société où chacun passe plutôt... Bon, ce sont les valeurs traditionnelles, je ne sais pas. Disons, moi je suis arrivée à 18 ans au Burkina Faso avec mon sac à dos et j'y suis restée. J'ai fait ma vie comme voilà, toute seule et je me suis débrouillée, j'ai construit ma vie ici. J'aime bien dire que je suis une immigrée parce qu'il y en a aussi nord-sud et qui ne viennent pas tous voilà, avec des moyens. On pourrait parfois penser que les Européens qui viennent en Afrique ont ce statut-là. Moi, j'ai le Burkina Faso. J'ai la nationalité, c'est mon pays. Hein. Chaque activité, on chante l'hymne national. Et pour moi, les valeurs du Burkina sont mes valeurs. Je m'y suis retrouvée. Elles sont importantes pour moi. Je ne suis pas tellement dans la société de consommation, je suis plutôt minimaliste. Et j'ai trouvé au Burkina des valeurs dans lesquelles je me retrouvais. Voilà, aujourd'hui, en portant le projet, en approchant des partenaires pour le financement, est-ce que ces partenaires-là partagent les mêmes opinions sur le peuple burkinabé? Oui, nous avons eu des partenaires de qualité. C'est vrai que les partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début sont restés jusqu'au bout, en voyant aussi, on va dire, la niaque de l'équipe et notre persévérance. Et même dans les administrations burkinabées, les gens nous ont accompagnés parce qu'on était persévérants. Voilà, des gens qui ont vu, qui ont connu l'équipe, qui ont connu les habitants, les usagers, et qui ont partagé, oui, ces valeurs, qui n'étaient pas toujours fondées sur les résultats, mais sur le processus. Vous savez, ce qui compte, c'est peut-être pas d'alphabétiser 30 femmes, mais peut-être que si on forme 30 alphabétisatrices qui vont à leur tour aller alphabétiser, le niveau va monter un petit peu, mais tout le monde aura grimpé. C'est un peu ça l'idée, que de dire on va faire monter un groupe de personnes très haut. Voilà, c'est un peu l'idée qu'on peut tous un peu avancer ensemble. Donc le processus, les partenaires qui nous ont accompagnés ont été attachés au processus. On n'a pas forcément les résultats escomptés, mais chacun est libre. Si moi je fais quelque chose pour toi, tu vas prendre quelque chose, tu vas le transformer, tu vas en faire autre chose peut-être. Mais c'est ta vie, tu es libre, je dois le respecter. Et donc c'est ça aussi le développement. On ne peut pas savoir quand on lance quelque chose que ça va produire. Des fois on est surpris, émerveillé, parfois aussi déçu. Mais si moi je suis déçu, ça ne veut pas dire que l'autre l'est, il en a peut-être fait autre chose. C'est pour ça que le processus est important et aussi la dimension empirique du projet. En ce sens qu'à chaque année, en fait, on a laissé émerger un peu les résultats des projets, les aspirations des uns et des autres pour reprendre l'année qui suivait. C'est ça qui a fait boule de neige en fait. Et donc les partenaires qu'on a eus, donc on a eu l'Appel en France, l'ONG l'Appel, la Fondation aujourd'hui pour demain et le Conseil régional des Pays de la Loire, en tout cas ont toujours été attentifs et bienveillants à notre égard sur ça. Voilà. Oui, juste pour rebondir, pour ajouter, il faut savoir que quand les partenaires viennent vers nous, ils viennent vers un projet. Et je crois que c'est la dimension projet qu'ils ont déjà vu. Parce que nous sommes, la DLV a été créée, elle a un projet, et tous les partenaires qui sont venus vers nous s'inscrivent dans notre projet. Ils ne sont pas venus nous imposer des projets pour que nous travaillions, mais c'est à travers nos projets qu'ils ont pensé que nos projets rejoignent leurs ambitions, et ensemble nous avons lié des partenariats. Avec elles, on a dit souvent, on se dit, nous sommes en partenariat, nous ne sommes pas, c'est pas du donnant pour... Non, nous sommes en partenariat. Quand ils viennent, c'est sur la base du projet que nous avions, et nous travaillons sur la base de ce projet-là. Je crois que c'est ça qui a fait que nous avons eu des partenaires qui nous ont accompagnés sur le long terme.
et qui ont cru en nous et qui croient toujours en nous, quand bien même certains se sont retirés parce qu'effectivement ils sont à bout de souffle, ils ont fini leur financement. Ouais. Mais bon. En fait, c'est pas la question d'être à bout de souffle, hein, c'est important. Non, Si les bailleurs ont des financements, si vous voulez, c'est renouvelé tous les ans. Alors, il n'y a pas beaucoup de bailleurs, faut pas non plus, il y a pas. Mais je veux dire, si moi je suis bailleur, j'ai un budget de 20 000, 30 000, 50 000 euros, je dois les dépenser cette année parce que l'année d'après, j'aurai encore 50 000 euros. Donc si je peux pas les dépenser avec Dunia, je ne vais pas les mettre dans un coffre-fort en attendant. Donc je vais ailleurs, soit dans un autre projet, voire dans un autre pays. Et le Burkina perd. Oui, voilà, aujourd'hui, Monsieur Salogo, oui. Voilà, en tout cas, on a longuement abordé les difficultés, les perspectives de l'association Dunia la vie. Et aujourd'hui, la maison des jeunes, des cultures et des associations du Burkina. Voilà, c'est vrai que vous êtes en partenariat, mais individuellement, qu'est-ce que vous faites? La maison des jeunes, des cultures et des associations. Et c'est vrai, c'est une entité qui est plus ou moins autonome aussi de l'association Dunia la vie. Voilà, indépendamment du partenariat qui vous lie à Dunia, vous, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour les jeunes du Burkina dans le cadre de la culture, dans le cadre des associations? Est-ce ça dit que vous mobilisez des ressources pour d'autres associations ou c'est juste pour votre structure? Ok, merci M. Dondi. C'est comme on l'a dit, et comme le dit bien son nom, Maison des jeunes, des cultures et des associations. C'est déjà dit toute la dimension associative qui est rattachée. Nous travaillons bien sûr avec l'ensemble des associations issues des arrondissements 8 et 3, mais également même d'autres associations de la commune de Ouagadougou. Nous travaillons étroitement également avec des associations qui sont dans d'autres communes, je pense notamment à Tenado, où nous avons vraiment un projet là-bas que nous avons développé avec la coopération espagnole et l'inspection de Tenado 1 et 2, les inspections de Tenado 1 et 2, sur lesquelles nous avons pu jusqu'à aujourd'hui alphabétiser environ 1500 femmes alphabétisées, mais surtout les accompagner dans les études génétiques de revenus. Donc c'est dire qu'il y a un certain nombre d'activités que nous menons au quotidien, comme vous le souhaitez savoir quelles sont ces activités. Je disais tantôt, il y a les ateliers que nous organisons avec les écoles, les ateliers de couture, des ateliers de dessin, des ateliers de danse que nous organisons avec les jeunes enfants de 3 ans jusqu'à 15 ans, avec l'ensemble des établissements primaires et secondaires. Il y a également le centre de couture que nous avons, qui forme des enfants qui sont déscolarisés, que nous ramenons au sein de l'école, donc qui participent à ce processus-là. Donc c'est une école de couture sanctionnée par le CQP, donc le certificat de qualification professionnelle. Nous avons également l'alphabétisation des femmes, parce que nous le faisons chaque année. Il y a au moins deux centres d'alphabétisation qui sont ouverts à notre sein pour permettre à ces femmes-là de pouvoir en tout cas savoir lire et écrire, mais pour pouvoir entreprendre leurs activités. Nous avons également travaillé énormément avec les personnes âgées, les personnes du troisième âge, le mouvement des personnes âgées, avec lesquelles nous avons un certain nombre d'activités. Et nous initions aussi des activités pour les jeunes, parce qu'il y a le mouvement jeune, et nous faisons ce qu'on appelle les visites à domicile. Les visites à domicile, c'est quoi? Ça consiste justement pour nous à dire que nous intégrons l'ensemble des personnes qui vivent dans la commune, et il y a des personnes qui sont en situation de précarité, il y a des personnes qui sont en situation de vulnérabilité, d'incapacité à se mouvoir, et nous disons, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, c'est de notre devoir et également notre droit de participer à l'épanouissement de ces personnes-là. Et donc, nous organisons chaque année ce qu'on appelle le BPC blanc, par exemple, ou le bac blanc, nous organisons au profit des enfants. Nous créons des journées de l'élève que nous faisons régulièrement chaque année pour permettre créer une saine émulation au sein des établissements. Ce sont des journées qui concernent l'ensemble des établissements, enfin, on ne peut pas tout prendre, mais au moins un certain nombre d'établissements dans les deux communes qui permettent à ces établissements de se frotter à travers des questions spécifiques liées à la culture, au dessin, à l'animation. Et donc, voilà, c'est toute une dimension culturelle, comme on l'a dit ici. Nous faisons à la fois de la culture, l'éducation, le sport, le loisir, et parce que nous pensons que tout cela contribue à l'épanouissement. Voilà, tout cela contribue à l'épanouissement, au développement. Et on voit que vous faites beaucoup de formations. Je vais parler des ateliers de couture, des formations en alphabétisation. Une chose est de former, mais est-ce que après il y a un suivi, une sorte d'évaluation que vous faites des gens formés? Oui, je donne un exemple assez concret.
à chaque fois que nous formons une promotion de femmes en alphabétisation, c'est immédiatement suivi ce qu'on appelle les bilans de compétences. Les bilans de compétences, c'est une activité qui permet aux femmes qui ont été alphabétisées, qui ont été formées là, de voir quelles sont les activités qu'elles mènent, de pouvoir établir des plans d'affaires. Parce qu'au niveau de l'alphabétisation, elles auraient appris peut-être à faire les calculs, les dessins, à faire comment dirais-je encore, la gestion des projets. Enfin, la gestion, parce que je pense que la gestion est universelle. Quand on parle de gestion de projet, il y en a qui pensent non, je parle simplement de comment savoir calculer solde, recettes, dépenses, soldes et tout. Donc ce sont ces personnes-là. Et à chaque fois que nous terminons une promotion d'alphabétisation, c'est immédiatement suivi justement de ces bilans de compétences qui permettent aux femmes après de mettre en pratique ce qu'elles ont appris au niveau des formations. Je peux te compléter oui. Sur les bilans de compétences parce qu'on travaille avec un partenaire et c'est ce partenaire qui a formé les femmes, c'est Corad, qui est une structure extraordinaire et qui a formé nos facilitatrices à mener les bilans de compétences et qui nous accompagne justement dans la mise en œuvre et le suivi de cette activité. Après, pour les évaluations, en fait, chacun en fait, fait un rapport mensuel. C'est assez structuré au niveau qualitatif, au niveau quantitatif. Donc, il y a les feuilles de présence, il y a l'assiduité, etc. Donc, on arrive vraiment à avoir en fin d'année des bilans très précis sur l'ensemble des activités. On sait le nombre de bidons qui sont sortis du château d'eau. Ah ben oui. Vas-y, cochon. D'accord, ok, on est presque au terme de cette émission. On va faire un dernier tour de table. Alors, Monsieur Salogo, aujourd'hui, en tout cas, on a parlé de l'association Dunia, la Maison des Jeunes, des Cultures et des Associations. Aujourd'hui, quel est le message, quel est l'appel que vous avez à lancer à l'endroit des autorités, à l'endroit des populations, dans le cadre de la réussite de cette mission que vous êtes assignée? Merci. Je voudrais particulièrement lancer un appel vibrant aux autorités du ministère de la Culture, mais également aux autorités du ministère de l'Éducation nationale, parce que ce sont les deux entités avec lesquelles nous travaillons beaucoup, et c'est sur ces activités que nous travaillons énormément. Alors j'aimerais ici, en tout cas, demander à ces autorités-là de bien vouloir nous rendre visite, mais surtout les rassurer aussi que nous faisons tout ce que nous faisons. On entre en droite ligne de la politique nationale. Et ça s'inspire aussi du PNDS. Et donc nous pensons que nous estimons que nous méritons le respect qui se doit. Donc je voudrais aussi inviter la communauté, la population à toujours nous soutenir, à venir ou à continuer à fréquenter le centre parce que c'est leur centre. Parce que sans la communauté, le centre ne serait pas. Le centre est là parce qu'eux, ils ont voulu que le centre soit là. Et c'est pour cette raison, j'ai dit aussi que nous invitons la communauté à venir. Je voudrais terminer en lançant un appel justement, en réitérant nos remerciements à l'association Dunia la Vie, qui nous a fait confiance depuis le début. Comme elle l'a dit, on est cofondateur de cette maison des cultures depuis 2007. Mais eux, ils en avaient l'idée depuis 1999. Mais c'est de dire que, de les rassurer également que l'enthousiasme avec lequel nous avons pris ce bâton-là, en tout cas, nous allons le conduire à bon port. Et je pense que les autorités qui nous ont écoutés aujourd'hui, même les bonnes volontés, ce n'est pas les autorités seulement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire des choses pour nous. Et je dois dire, et c'est ça aussi qui est important de le dire, depuis que nous avons commencé en 2007, sans me tromper, on n'a pas eu de financement en dehors de 2 ou 3 fois du ministère de la Culture, on n'a pas eu de financement au niveau interne. Au niveau local, il n'y a pas de financement. Alors donc c'est l'occasion justement de lancer, et très prochainement nous allons peut-être lancer le parrainage, peut-être même au Burkina, parce que je crois que c'est une forme de choses qu'il faut faire. Nous allons lancer ces parrainages à demander aux uns ou aux autres de vouloir participer et de contribuer un tant soit peu en tout cas au développement de cette maison des jeunes, sinon au développement de la culture et de l'éducation d'une manière générale. Alors Madame Badolo, un dernier mot. Moi, je réagis sur ce que tu dis, Amidou, d'abord par rapport au financement, parce que c'est vrai qu'on peut toujours tendre la main vers l'extérieur. Nous, on avait entamé une demande de reconnaissance d'utilité publique de l'association Dunia la Vie Burkina pour faciliter l'accès au financement, puisqu'on est un peu on est en situation de parapublic, on est un établissement parapublic, et qu'en ce sens, on répond à des missions de l'administration publique. Moi, je vous invite, messieurs, mesdames les ministres, de tout ministère, puisque depuis 2007, nous envoyons un rapport annuel à l'ensemble des ministères.
Donc tout le monde sait ce qu'on fait, tout le monde peut nous suivre. Messieurs les maires de la ville de Ouagadougou et de l'arrondissement numéro 8, nos portes vous sont ouvertes, c'est chez vous. Donc vous serez les bienvenus. Je pense que nos animateurs et nos enfants, nos papas, nos mamans, nos grands-parents vous accueilleront avec grand plaisir. Moi, je lance juste cette invitation et je sais qu'après, on pourra s'asseoir et discuter sous les hangars qui sont à la MJCA. En tout cas, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission, l'habitant en question. Je vous rappelle que nous étions avec Yasmine Badolo. Yasmine Badolo est la directrice de l'association Dunia, la vie au Burkina. Et aussi avec M. Amidou Salogo. M. Amidou Salogo est le directeur des maisons des jeunes des cultures et des associations. Avec eux, nous avons passé en revue les différentes activités qui sont menées par ces deux structures-là. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous mardi prochain à la même heure pour une autre émission. Restez fidèles au programme de la télévision Canal 3.